Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, votre émission de référence, le Grand Forum, tous les jours de 16h à 18h, sur une seule et unique radio, France Maghreb 2. On y est bien d'ailleurs, installé depuis de nombreuses années. Et c'est une belle émission aujourd'hui qui se profile à l'horizon. Voici le programme pour aujourd'hui. On va parler des entreprises françaises. Vous le savez, elles sont invitées, appelées par le président ukrainien, mais pas que, à stopper leurs activités en Russie. Il y a quand même quelques réfractaires à l'image de Auchan et de Leroy Merlin. Les entreprises françaises doivent-elles quitter la Russie? C'est la question que l'on se posera avec nos débatteurs. Un invité tout à l'heure, journaliste et auteur, il sort son premier livre, il s'appelle Le Sultan. C'est un beau livre que l'on vous parlera tout à l'heure. Abdelkrim Branin, celui qui fut rédacteur en chef, l'ancien rédacteur en chef de Beurre FM, voilà, et qui d'ailleurs était un grand journaliste, et je suis ravi de le recevoir aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans mon émission, le LGF. Le zapping avec des extraits de Face à Baba. Hier, vous savez que c'était l'émission de Cyril Hanouna qui recevait Pécresse. Eh bien, Cyril Hanouna a des soucis à se faire parce que Pécresse vient d'être testée positive au Covid-19. Du coup, elle a dû contaminer tout le monde sur le plateau hier. Il y avait du monde, il y avait Marion Maréchal, il y avait plein de monde. Nadine Morano, hop, allez, tous cas contact. C'est parti pour le LGF avec vos appels évidemment au 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2. C'est le numéro de téléphone du bonheur, le numéro de la liberté, celui de France Maghreb 2 et du Grand Forum. Bienvenue à tous. Le Grand Forum, Christophe Pro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Et nous sommes le jeudi 24 mars, bienvenue à tous, avec à mes côtés Assia Meda. Assia, je suis ravi de te recevoir, Assia, vice-présidente du Parti Radical de Gauche. Bonjour Assia. Bonjour à tous, merci Comment de ça me va? recevoir. Je vais bien, un peu enrhumée. J'ai fait le test ce matin, je ne suis pas Covid. T'es pas Covidé? Tout va bien? Je pense que c'est plutôt les allergies. Bon, ah oui, c'est vrai, avec le printemps. C'est de circonstances en ce moment. Sois bienvenue en tout cas, chère Assia. À tes côtés, il est à distance Yasser Louati, le président du CJL. Comment ça va, mon Yasser? Bien et toi, Christophe? Bonjour tout le monde. Bonjour, mon cher Yasser Louati, président du CJL, Comité Justice et Liberté pour tous, et également à l'origine, l'auteur du podcast Les Idées Libres. Exactement. Les Idées Libres, d'ailleurs, parle-nous-en de ce dernier épisode. Le dernier épisode a été consacré à toujours la couverture médiatique de l'Ukraine. Donc, on a revu les explications qui ont été données pour justifier l'invasion. Donc, on les a démontées. Bon, on a expliqué pourquoi est-ce que la Russie était titillée sur son flanc ouest, mais en même temps, pourquoi est-ce que les explications sur lesquelles l'expansion de l'OTAN suffisait. Et ensuite, on a aussi fait une explication sur la structure idéologique de Vladimir Poutine. D'où ça vient tout ça, l'eurasianisme, ses influences idéologiques, Ivan Ilyin par exemple, ou bien Alexander Dugin, pour bien montrer que la décision d'envahir l'Ukraine n'était pas une décision d'un fou qui a pété les plombs et qui a traversé la frontière avec son armée. Ce qui change Donc, un j'invite peu. vraiment tout le monde à l'écouter sur les plateformes de streaming audio habituelles, et bien sûr c'est gratuit. Ce qui change un peu d'ailleurs de ce que l'on peut entendre dans les médias dits mainstream, effectivement, de cette image d'un dictateur fou qui a perdu le contrôle de tout. Voilà, ça remet un peu d'ordre dans cette actualité. Très bien, soyez les bienvenus encore une fois. Razik Metish nous rejoindra dans un instant comme d'habitude. Il est un petit peu en retard. Ça c'est, j'ai envie de dire, le propre d'un supporter marseillais qui sera avec nous dans un instant, bien sûr. Et bien sûr, on commence toujours par le quiz. Ma chère Assia, mon cher Yasser, c'est parti. Le quiz. Le quiz avec mes petites questions qui ont en rapport pour quelques-unes d'entre elles avec la date d'aujourd'hui, à savoir le 24 mars, mais pas que. Il y a aussi de l'actualité dans mes petites questions. C'est histoire de bien commencer et se mettre bien pour ce début d'émission. Attention, première question. Signature en 1987 du contrat portant création de quel parc d'attractions européen? Disneyland. Disneyland est une bonne réponse. Disneyland qui est le plus grand parc de loisirs d'Europe, hein. Est-ce que vous y avez déjà été, ma chère Assia? Oui, récemment, justement, avec mes enfants. Yasser, un petit tour à Disneyland ou pas? Moi, ça remonte, hein. Ça fait quelques années, je crois, facilement 5-6 ans. Ouais,
Bon, moi, c'est pas mon parc préféré. Hein. C'est surtout pour les enfants, quoi. Ouais, le monde, c'est vrai que ça encourage pas, non. Ouais. Deuxième question. Quel président était invité à s'exprimer au sommet de l'OTAN qui a lieu aujourd'hui? Ukrainien. Ah non, Zelensky. Joe Biden. Non, c'est pas Joe Biden. T'as dit quoi, Yasser? Zelensky. Zelensky, Ouais. bonne réponse. Il est invité partout d'ailleurs en ce moment. Il est intervenu devant le Parlement français hier, devant le Parlement allemand, la Knesset en Israël. Ouais, et à il y a- chaque fois, il adapte son Il y a discours. beaucoup de quantité et très peu de qualité. À écouter ces discours, c'est vraiment consternant et les Ukrainiens, franchement, méritent mieux. Ouais, et puis il adapte à chaque fois son discours par rapport à l'histoire du pays. Enfin voilà. Exactement, ouais. Ouais. C'est un pro de la communication. Oui, bah c'est un pro de la Sur la forme, on communication va dire. sur la forme, Mm. oui peut-être. C'est un ancien acteur, voilà. Troisième question. Un gigantesque incendie provoquant la mort de 39 personnes en 1999. Dans quel tunnel Du Mont Blanc. du Mont Blanc est une bonne réponse qui avait d'ailleurs été fermée pendant 3 ans. Hein. 3 ans, la Ouais. fermeture du Mont Blanc. Voilà, ça nous fait combien là 2 2-1. 2-1 pour le Wati. Oui, Mm. pour le Wati. Quatrième question. Quel ex-maire d'une grande ville française a été condamné à 6 mois de prison avec sursis dans l'affaire des heures supplémentaires des agents municipaux? Nice. Non, Marseille. Marseille. Mais qui Marseille. Godin. ouais, bon. Godin est une bonne réponse, ma Godin, chère oui. Assia. Jean-Claude Godin a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Voilà. Bon, écoutez. Cinquième question, ça nous fait 2 partout, c'est bon. Je cherche à présent un physicien et médecin français mort en 1940 à Paris. Précurseur de la radio. Ah, purée. De qui s'agit-il? Physicien mort en 1940. Oula, toi. Non, c'était Non, ce n'est avant. pas Curie. Curie, c'était avant. Physicien et Non, c'est médecin avant. français mort en 1940. Mort à était- Paris. Il avait pas de titre spécifique, il n'avait pas Pasteur. un prix Nobel, Ce rien n'est pour pas reconnaître. Pasteur. Purée. Précurseur de la radio. La radio. Pas la Branly, radio non FM. Hein, Non, non, mais la radiographie. la radiographie. Branly. Quoi? Non Branly, non Branly est une magnifique réponse, mon cher Yasser. Oh là là, Edouard franchement, Branly. C'était Magnifique. bouteille à la mer. Oui, bah, bouteille à la mer. Hein. Bien joué. T'as failli couler, mais là, pour le coup, c'est bon. T'es, parfait. Sixième question. Je cherche un footballeur international et entraîneur hollandais, mort en 2016 à Barcelone. C'est pas Premier juste. joueur de foot d'ailleurs à avoir remporté 3 fois le Ballon d'Or. Ah, moi, je- Van Cruyff. Magnifique, Non, Yasser. mais, Oh là 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 c'est là. pas juste. Il est très fort. Quoi, c'est pas juste? Bah, les footeux, moi je suis un peu, mais faut pas me. Ah oui, Pas trop quand même. d'international. Johan Cruyff, quand même. Septième et dernière question, je cherche à présent un saxophoniste et chanteur camerounais mort en Dibango. 2020. Quoi? Manu Dibango. Manu Dibango est une excellente réponse, mon cher Yasser. Franchement, Victoire! franchement. Magnifique Yasser, bravo. Ça va Asia, tout va bien? Écoute, oui, je vais reprendre des vitamines, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, vous avez vu la petite boulette là? Il y a Pécresse qui a fait l'émission hier de Hanouna. Elle était d'ailleurs ce matin dans les grandes gueules. Et on vient d'apprendre qu'elle est testée positive au Covid-19. Elle va faire un espèce de... Comment on appelle ça? Le truc Cluster, là. Un cluster. cluster géant à elle toute seule. Pour le coup, voilà, en ce moment, Pécresse, ça va très mal dans les sondages. Ça baisse. Et elle fait des petits clusters. Là, je pense, je vais vous dire que l'équipe d'Hanouna et des grandes gueules ce matin doit faire la gueule, hein, franchement. Bon, vous avez regardé d'ailleurs ou pas? Non, moi j'ai pas regardé. Non? Non, c'est pas votre truc? Oh non, hein les émissions, c'est fini, je les regarde plus, je regarde les comptes rendus écrits, et puis non, c'est fini, je suis passé à autre chose, quoi. Ouais. C'est une farce qu'on nous sert depuis plusieurs années. Bah écoute, c'est comme un mauvais repas qu'on nous impose à la cantine. Je passe. Ouais. Asia. Moi aussi, j'ai pas regardé, j'avoue. J'avais. D'une, j'étais malade, et de T'avais deux, piscine. ouais, non, mais ça me. Ouais. Ouais. Surtout le discours de Pécresse, je le connais un peu pour l'avoir entendu pendant les primaires, et non, c'est trop. Ça fait trop mal aux oreilles. J'avais Ahmed Lawège la semaine dernière ici dans les studios. Ouais. Et je lui demandais si le PRG avait choisi de soutenir un candidat ou une candidate. Eh Il bien, m'a dit que pour l'instant, non. Non. Non?
Non, on a appelé à l'unité de la gauche autour d'un candidat unique, chose qu'on n'a pas réussi à faire, même en ça a été un soutenant fiasco là, faut le dire. Taubira. Donc, pour les présidentielles, pour l'instant, on ne soutient personne. Parce que personne ne représente aujourd'hui nos valeurs, nos idées. Donc pour l'instant, on préfère s'abstenir que de soutenir quelqu'un par défaut. Yasser, tu as un commentaire à faire? En fait, moi, honnêtement, j'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce qu'on a pu choisir Taubira après son passage sous Hollande, son CV avec l'état d'urgence. Le fait qu'elle-même, déjà, elle n'est pas connue pour prendre des décisions courageuses. Elle a été interrogée, par exemple, par Éric Fassin sur BDS. Elle a botté en touche et elle a refusé de remettre en question qu'on criminalise le simple fait qu'on puisse boycotter l'occupation israélienne. Donc déjà, il y avait des signes avant-coureurs que Taubira, bon, ça fait bien, c'est ok, bon, femme de gauche, femme de Guyane, etc. Mais en même temps, est-ce qu'elle avait vraiment... selon quels critères est-ce qu'elle a été sélectionnée? Surtout que, honnêtement, dès qu'elle a été choisie, on a été plein à se dire, mais ça va droit au mur. Oui, Assia, pour le coup, c'est vrai que l'histoire, elle a été faite beaucoup trop tard, cette histoire de primaire populaire. C'est la primaire populaire qui a choisi en effet un candidat parmi plusieurs. Mais l'histoire, elle a été écrite trop tard. C'est-à-dire qu'il fallait. Elle est arrivée trop tard, sûrement. Nous, en tous les cas, ça faisait plus d'un an qu'on appelait à une union de la gauche. Chaque parti et chaque leader a préféré défendre son parti et n'a pas voulu se rejoindre, en tous les cas, accepter à un moment donné de soutenir un seul candidat. Taubira est arrivée tardivement. Elle a été choisie par la primaire populaire qui, en soi, était un bel exercice démocratique dans le sens où il y a plusieurs centaines de Français qui se sont, en tous les cas, qui ont choisi leur candidat. Malheureusement, ça n'a pas été reconnu par les autres candidats qui, aujourd'hui, sont à 1,5-2%. C'est un peu ce qui est triste de voir que ces candidats ont reçu les 500 signatures et pour autant sont reconnus finalement par des élus locaux et ne sont pas reconnus aujourd'hui par les Français. Donc c'est un peu ça aussi le malaise du moment, notamment à gauche, avec des appels. Et pourquoi aussi Taubira n'est pas allée jusqu'au bout? C'est parce qu'elle n'a pas obtenu ces signatures, parce qu'il y a eu un appel clairement des autres partis à ne pas lui donner. Assia, pardon, mais tu peux pas arriver comme ça au mois de décembre, tel le Messie et te dire voilà. Il y en a un certain qui est président aujourd'hui et qui est arrivé très tardivement dans une campagne. Elle aurait pu et elle avait de toute façon des idées à défendre. Après, je ne sais pas si c'est qu'une question de timing, c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que les autres candidats n'ont pas joué le jeu, n'ont pas voulu reconnaître les résultats de cette primaire. Attends, il faut les comprendre. Bon, je sais pas, à un moment donné, Hidalgo était prête à se rallier Hidalgo, aux elle est résultats. prête à sauver elle est prête à sauver ce qui reste à sauver. Je sais pas ce qu'elle va sauver. Mais pour les autres, par exemple, Jadot, il a fait une primaire populaire, il a fait une primaire au sein d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi il va se dire, je veux pas passer par la primaire, ça m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est après, Mélenchon, c'est autre chose. Mélenchon est en haut de l'affiche. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'hier, on a fait une espèce de mini sondage en direct à l'antenne où j'ai demandé aux auditeurs si toutefois ils avaient fait leur choix et si tel est le cas, qu'ils viennent nous l'expliquer. Ça a été un véritable plébiscite pour Mélenchon. Aujourd'hui, les auditeurs de France Maghreb 2, du LGF, sont en grande majorité à vouloir voter Mélenchon. Je vous le dis. Là, la surprise du Mélenchon au 10 avril, ça commence quand même à peser. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous la sentez comment, vous? Mélenchon, deuxième tour. Assia Mélenchon, deuxième tour. Écoute, je sais pas, en tous les cas, nous, on a trop de divergences avec certaines de ces positions. Vote utile, ça te parle? Écoute, je sais pas si vote utile. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas pour qui voter. Ce qui est triste quand... Toi, tu sais pas, à titre personnel, aujourd'hui, pour qui voter? Ça fait 20 ans que je suis élue locale et c'est désespérant, en fait, de se dire qu'aujourd'hui, je ne reconnais personne. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à mon parti. Aucun candidat ne porte, en tous les cas, nos valeurs, nos principes et un programme à la hauteur de ce que les Français peuvent attendre. Yasser Louati, Mélenchon au deuxième tour, ça te parle? C'est une possibilité. En même temps, je refuse cette espèce de prise en otage qui consiste à dire aux gens c'est soit Mélenchon, soit c'est Marine Le Pen au second tour. Ça peut être les deux en même temps. Hein. Pardon? Si, ça peut être les deux en même temps, ce qui serait un véritable tsunami.
C'est possible aussi, sauf que, voilà, me concernant et politiquement, je juge un candidat non pas sur les promesses qui sont faites ou la variation du discours, mais je juge sur le CV de la personne. Mélenchon a voté toutes les lois islamophobes de ce pays. Il a participé à toutes les polémiques islamophobes. Il a été un défenseur, plus ou moins avoué, aussi bien du régime de Pékin, non seulement face aux Ouïghours, mais aussi face aux Tibétains, aussi vis-à-vis de Poutine, avec la nostalgie de l'Empire soviétique, etc. Maintenant, on a eu le virage de Mélenchon sur la question de l'islamophobie. Virage qui s'est fait au lendemain, ou plutôt en préparation de la fameuse marche contre l'islamophobie, où il est venu en fait se refaire une virginité politique sur ces questions-là. Le problème, c'est que on a eu ce virage qui a été fait pas grâce à cette manifestation. Les organisateurs, en tout cas certains des organisateurs de ces manifestations-là, ont donné un blanc-seing aux mêmes islamophobes de gauche qui avaient martelé la raison d'être de l'état d'urgence, qui avaient refusé de reconnaître que l'état d'urgence était fondamentalement islamophobe parce que les perquisitions, les assignations à résidence ciblaient en premier lieu toujours les mêmes musulmans, avoués ou non, dénoncés par leurs voisins, etc. Des gens comme Éric Coquerel avaient été invités pour prendre la parole, Coquerel que j'ai combattu dans les réunions à la Bourse du Travail parce que lui, c'était hors de question. Yasser. Le dernier point... Ouais. Non, dernier point dans un instant, juste après la pub, mon Yasser, parce qu'il y a de la pub. Et je salue le retardataire marseillais. Bonjour. À Marseille, ils sont jamais à l'heure. Non, vous avez le temps, vous allez montre, on a le temps. Oui, c'est ça, oui. Vous avez le temps de perdre, quoi. À tout de suite, ne bougez pas. Sur France Maghreb 2, le LGF. Le LGF sur France Maghreb 2, votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2, avec aujourd'hui Assia Meda, vice-présidente du PRG, le Parti Radical de Gauche, Razik Métiche, avec nous. Mon Razicus, avec Yasser Louati, également président du CJL, et également des podcasts, Les Idées Libres, un très très bon épisode d'ailleurs que je vous invite à écouter, le dernier en date sur l'Ukraine, très intéressant. Avant de te poser la question, mon Razik, Yasser, je te laisse terminer sur la possibilité de Mélenchon au deuxième tour. Tu nous expliquais donc la marche contre l'islamophobie, je crois qu'il y avait lieu en 2019, si mes souvenirs sont bons. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les organisateurs, certains d'entre eux avaient négocié avec Mélenchon, on te ramène l'électorat musulman et en retour, on aurait des sièges pendant les municipales qui devaient arriver. Et on a vu à Bagnolet, il a parachuté Raquel Garrido, d'accord, qui va être parachutée d'ailleurs apparemment. Elle va être à Bobigny, mon Yasser. Elle va être parachutée à Bobigny apparemment pour la prochaine élection législative. Voilà, écoute, je suis dépassé par. En fait, je pensais décrire un problème, le problème m'a encore dépassé une deuxième fois. Donc, on voit comment ça fonctionne. Et même à Saint-Denis, par exemple, ils avaient refusé de soutenir Majid Messaouden. Donc, on se retrouve en fait avec un CV qui consiste d'un côté à voter toutes les lois islamophobes, à alimenter toutes les polémiques islamophobes, à soutenir des dictatures dont une qui commet un génocide contre les Ouïghours. Lorsqu'il y a une négociation sur le dos des électeurs, entre guillemets, musulmans, de confession musulmane, celles et ceux qu'on appelle les musulmans, les négociateurs n'ont rien eu en retour. Donc moi, ce que je déteste, c'est qu'on nous impose, en tout cas on m'impose à moi cette espèce de vote, c'est ça ou rien. Je suis désolé, j'ai ma conscience pour moi, je connais le CV du type, je sais ce que ça m'a coûté en charge de travail pour démonter tout le mal qu'il a fait dans la sphère publique, la sphère associative, parce que ces relais sont monstrueux, et maintenant je suis censé dire, dans ce cas-là, on n'a pas le choix. Moi je refuse. Je refuse ce diktat. Question, est-ce que tu as fait ton choix ou pas? Est-ce que tu vas aller voter le 10 avril? Moi, je m'abstiens, moi, c'est clair. Avant, j'étais contre l'abstention. Maintenant, je refuse qu'on criminalise les abstentionnistes. Je refuse. C'était un discours que je tenais auparavant. J'en suis revenu. J'estime que maintenant, je refuse en fait ce chantage permanent. Voter pour le moins pire. Morazik, Mélenchon au deuxième tour, ça te semble probable? Alors, je vais répondre en 2 points à ta question. La probabilité augmente de jour en jour. La dynamique semble être du côté de Mélenchon de manière objective. Là, je parle vraiment de manière objective en tant que scruteur, en tant que passionné de politique.
La dynamique semble être de son côté. Le meeting, les images du meeting de dimanche sont une véritable démonstration de force. À quelques jours du premier tour, il me semble que ça restera. Qui plus est, on a affaire à un Mélenchon expérimenté qui en plus nous fait un espèce de chantage affectif. C'est la dernière où je me présente, c'est maintenant ou jamais. Donc il a quelques éléments pouvant laisser espérer à lui, à ses partisans, à ses militants, à ses gens convaincus qu'il pourra peut-être espérer le premier tour. Je vais pondérer mon propos et ensuite je vais l'élargir. La pondération tout d'abord. Il me semble que Mélenchon a une variable d'ajustement qui s'appelle la participation. Ça veut dire, et il le disait d'une manière assez insolente, que j'aime bien moi d'ailleurs, que si, et je reprends ces mots, que si les siens venaient voter, ils gagnaient, ils seraient au second tour. Je pense qu'il force un peu le trait, mais il y a quelque part là la clé de l'élection et de la possible qualification de Mélenchon au deuxième tour. Je prédis, j'espère me tromper, mais je prédis une abstention massive et record, et je pense que Jean-Luc Mélenchon en sera pour ses frais, pour le coup. Et enfin, pour extrapoler un petit peu le propos, je partage l'avis de Yasser, ça me met un peu mal à l'aise en fait, cette espèce de Mélenchon mania à quelques jours du premier tour. Il peut avoir changé les gars, il peut avoir changé, il n'y a pas passé. de problème, mais j'ai le droit aussi de me considérer comme ne suçant plus mon pouce et ne pas être un lapin de quelques jours. Regardez, le Yasser Louati il y a 10 ans, c'était pas celui d'aujourd'hui. Non, bien sûr, tout le monde a le droit de changer, mais de changer du tout. Christophe, et là encore, il faut quand même prendre les actions un peu plus que les écrits ou les paroles. Ouais. Dans les actions, il y a encore quelques mois de cela, il y avait une ligne. Puis, je me souviens même plus de son nom tellement il me... comment s'appelait l'islamophobe qui était au parti de Jean-Luc Mélenchon, qui demandait des têtes à chaque fois. Ruiz. Comment ça s'appelait déjà Ruiz, exactement. Donc on avait une ligne Ruiz islamophobe qui était clairement au sein de la FI, dans les dogmes, dans l'idéologie même de la France insoumise. Si on extrapole, si on remonte à l'idéologie communisme, la religion est vue comme l'opium du peuple. Et encore plus aujourd'hui, moi, ce qui me trouble, c'est comme l'a rappelé Yasser, lorsqu'on a vu la manifestation au mois de décembre, il y a quelques encablures des municipales de 2020, la ficelle était trop grosse. Et aujourd'hui, lorsqu'on l'on voit, après, je vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Lorsque l'on voit que des personnes qui ne se sont jamais impliquées en politique décident tous au même moment d'appeler à voter Mélenchon sans prendre la moindre garantie, sans même en référer à la base pour le peu qu'il y aurait encore une base, ça me pose question. Ça veut dire c'est comme si on négociait et qu'on avait tout donné sans rien obtenir. Ça me pose des questions. Et enfin, la dernière chose, lorsque moi vous m'expliquez tout ça et qu'à 3 mois des législatives, vous nous parachetez Raquel Garrido, qui ne sait même pas situer un gymnase dans la ville de Bobigny, qui pisse sur tous les militants de Drancy, de Bobigny et du Bourget, qui vient se parachuter par le fait du prince, c'est un petit peu l'image que l'on se fait dans l'état-major de la LFI. Pour finir, la LFI est pas à son coup d'essai dans la traîtrise à Bobigny. Dans la traîtrise à Bobigny à la LFI, je vais convoquer Sylvain Léger. Sylvain Léger qui a été adoubé, qui a été, qui a eu l'investiture LFI, contre tous les règlements de la LFI. Les règlements de la LFI pour les municipales stipulaient que si vous avez siégé dans une majorité de droite ou de centre-droit, vous étiez de fait, vous étiez inéligible à l'investiture. Sylvain Léger, contre les règlements, a eu l'investiture. Dans l'entre-deux tours, cette personne-là a appelé à voter pour l'UDI. Jean-Luc Mélenchon est apparu comme une vierge effarouchée dans le journal de TF1 en disant voilà, il m'est arrivé une traîtrise sur Bobigny. Et je peux vous montrer les mails que j'ai envoyés à la direction de la LFI en disant il va vous arriver quelque chose sur Bobigny. Vous donnez l'investiture à un mauvais candidat qui se retournera contre vous. J'ai eu aucune réponse de leur part. Et la réponse, 2 ans après, c'est quoi? C'est de parachuter Raquel Garrido. Donc oui, le discours, moi je signe, je contre-signe. Le discours de Mélenchon, j'ai un peu l'idée demain. Hein. Mais par contre, dans la pratique, il en manque et le différentiel, il est un peu trop grand. Ouais, mais on a le droit de changer, les mecs. Moi, je vous trouve un peu dur Yasser. Christophe, regarde, ce discours-là, il a changé. Tu as le droit d'y croire. Sauf que nous, regarde, quand tu vas postuler à un job, on regarde ton CV. Oui. Quand tu vas faire une demande, d'emprunt, on regarde ton CV financier. Maintenant, concernant Mélenchon, on a 30 ans de CV devant nous. Donc, on voit bien qu'il y a une constance et une cohérence sur ces questions-là. Qu'il y ait maintenant un salto qui a été fait à quelques mois des élections, ouais, mon œil. L'autre point, et en fait, Razik m'a rappelé un point que j'avais oublié, c'était qu'est-ce qui a été négocié avec Mélenchon? Quel compromis a
est-ce que ces gens-là qui signent avec lui C'est ça, ont-ils c'est une obtenu? négociation à perte, à tout point de vue. Que dalle, c'est juste, pour pas avoir Zemmour ou Le Pen, on a double Mélenchon. Non mais vous avez négocié quoi? Je sais pas moi. Vous avez négocié des conseillers, un ministère, des places dans l'état-major de LFI. On regarde LFI, tout le monde sait que ce n'est pas une structure démocratique, c'est une structure pyramidale. Et encore, franchement, c'est un débat au CJL qui fait rage. À chaque fois que Mélenchon tombe dans l'assiette, ça part en vrille. Pourquoi? Parce que ma ligne, moi, j'en change pas. Je respecte mes frères et sœurs qui sont dans l'équipe, qui ont leurs opinions. Je répète encore une fois, Mélenchon, il a son CV pour lui. Le dernier point concernant cette question-là, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas intégré dans son équipe des personnes qui pourraient représenter ou rappeler les personnes que lui a diabolisées? Il n'y en a pas. Il aurait pu. On va prendre Karim. On va prendre Karim. Quoi? Pardon? On va prendre Karim qui nous attend au téléphone. 01 40 33 9000. Parce que le peuple a la parole ici. Il n'y a pas que vous. Vous faites pas des monologues, les mecs. Hein. Karim. Ouais, dis-moi, il va pas arriver la pub dans 20 secondes, là. Vas-y, perds pas de temps, mon Karim. Bon, alors moi, j'ai 3 questions à poser. Je voudrais qu'on les pose à la filée et qu'on me réponde après. Donc là, j'ai tout entendu. Bon, c'est vos arguments. Hein. Vous avez le droit. Toute la France n'est pas Mélenchon. Vous n'êtes pas les seuls à penser ça. Moi, je suis mélenchoniste. Parce que moi, j'estime que c'est le moins pire. Je dis pas que c'est le meilleur, hein. Je dis que c'est le moins pire. Parce que moi, je peux vous dire un truc. Je préfère être maltraité par Mélenchon que par Pécresse, par Macron, par toutes ces... Enfin bref, par Zemmour et toute la bande. Parce que, voilà. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est que Mélenchon, il a effectivement tous les torts qu'il a, parce que c'est en plus que vous dites, apparemment vous avez l'air d'y connaître quelque chose. Moi, en tout cas, là j'en suis sûr, c'est que je sais que sous Mélenchon, notre situation ne sera pas pire. Elle sera peut-être pas mieux, mais elle sera pas pire. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez que nous, pendant 30 ans, on nous a dit que les musulmans n'étaient que des suceurs de prestations, des pleurnicheuses, qu'on savait rien faire. On a essayé de se constituer, on a monté des associations culturelles, sportives. Tout, absolument tout, par les lois séparatistes ont été défaits. Plus de 17 000 associations ont été dissoutes. Je vais vous donner un simple exemple. À Nanterre, il y avait une association d'alphabétisation. C'est-à-dire qui concerne les femmes qui viennent d'arriver d'Algérie dans le cadre d'un regroupement familial, ou du Maroc, j'en sais rien, moi, ou de ce qu'on voudra, des Afghanes, etc., qui viennent d'arriver dans le cadre d'un regroupement familial, des Turcs et tout. Elle a été dissoute au motif que, 1, on y parlait arabe, c'est normal, elle vient d'arriver en France. 2, qu'il y avait eu trop de femmes voilées. Voilà les motifs, et je vous signale que l'État français, c'est le seul État en Europe qui ferme une structure, comme le CCIF ou Baraka City, on en pense qu'on en voudra, uniquement sur mesure administrative, c'est-à-dire insusceptible de recours. Là, ils ont fermé la mosquée de Bordeaux, ils vont fermer la mosquée de Cannes, ils vont fermer la mosquée de Bordeaux. Enfin bref, moi, je suis originaire de Nanterre, il n'y a plus une seule association sportive, il n'y a plus une seule association de soutien scolaire, il y a quasiment plus de mosquées. C'est ça que vous voulez? Alors, on vote pas Mélenchon, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous nous proposez pour améliorer notre situation? C'est sûrement pas en votant pour vous deux, la quête à l'antenne, qui ne représentez rien. Je me présente pas, monsieur. Je représente que moi-même. Vas-y, Karim. Non, mais moi, je vais vous dire, vous ne représentez rien et vous ne pouvez rien pour nous. Alors, laissez-nous choisir au moins le moins pire. J'ai pas dit que Mélenchon était le meilleur. Hein. Moi, je préférais un mec comme Poutou. Mais le moins pire, c'est-à-dire celui qui nous dira pas, Bougnoul, tu n'es pas français, toi, enlève ton hijab, toi, mange du porc, c'est le seul qui a un minimum de respect. Il nous fera pas le paradis, ça c'est sûr, il nous en fera pas des postes, il nous en fera pas. Moi, je vais pas répondre. C'est le seul qui a dit qu'il ferait une loi contre les contrôles. C'est bon, on a compris. Rien que ça, moi, ça me suffit. Karim, réponse de Yasser Louati. Alors, Yasser répond. Voilà. Alors, pour commencer, honnêtement, je vous trouve vraiment prétentieux de tenir des propos pareils. Je vais vous dire pourquoi. Toutes les années où j'ai personnellement combattu l'état d'urgence, je ne vous ai pas vu en réunion, ni en manifestation, ni en préparation. Tous les appels qui ont été lancés à la mobilisation pendant des années, je doute que vous y étiez, vous, personnellement. Alors, on ne peut pas déserter pendant des années le terrain associatif, laisser les militants se faire envoyer en garde à vue. Je parle en connaissance de cause, je le suis moi-même. Accumuler les procès, je le sais moi-même, j'ai 4 procès sur le dos. Donc, les militants vont au casse-pied pendant des années.
La masse les regarde en spectateurs. On leur dit « bougez-vous, ça va barder ». En 2017, j'ai encore la chronique, janvier 2017, je l'ai faite sur cette même antenne. Et la chronique s'appelle « Les impostures du monde militant vont nous coûter très cher ». Je l'ai faite, il y avait Christophe et Akli Melouli. Je prévenais, je disais, vous allez voir que lorsque l'on va appuyer sur le bouton rouge de la répression, ils épargneront personne. Donc, ceux qui sont sur le terrain, qui payent chèrement de leur vie privée, et je ne vais pas me prendre dans ma vie privée, je paye chèrement, d'accord, qui travaillent tous les jours. Quand j'étais porte-parole du CCIF, j'étais certainement sur un contrat 9h, 17h, je rentrais chez moi tous les soirs à 23h, parce qu'il n'y avait pas grand monde qui voulait travailler. Donc c'est bien beau de dire « Ah mais aujourd'hui, on a la corde au cou, on n'a pas le choix, il faut voter pour Mélenchon », quand pendant des années, on n'a rien foutu sur le terrain. Ça me rappelle, et d'ailleurs j'ai même fait une conférence à Nanterre, à la mosquée, je ne sais plus le nom, bref, on fait une conférence sur le vote. On me dit « Yasser, est-ce que tu peux venir intervenir ?» J'interviens. À l'époque, j'habitais à Colombes, pas loin de chez vous, monsieur. J'interviens et il y en a un qui m'interpelle. Oui, mais Yasser, regarde, nous, quand on se présente aux élections, on fait 1%, 2%. Moi, j'ai posé la question. J'ai fait, excuse-moi, l'ami, ta candidature, tu l'as présentée combien de temps avant l'élection? Bah oui, dans les quelques mois qui ont suivi. Donc, en fait, pendant une mandature de 5 ans, t'as rien foutu. Et pour le peu que tu aies mis ta figure sur une affiche, les gens vont voter pour toi. Donc, je suis désolé. Si vous acceptez qu'on vous prenne en otage à quelques jours du premier tour, c'est votre problème. Yasser, et ne venez pas dire, monsieur, que ceux qui ont sacrifié leur carrière, leur vie familiale, qui sont réprimés par la police, qui ont un avocat, Dieu merci. On n'est rien, nous, Nasser, on n'est rien. Bougez pas, là, les susceptibles. On est de retour dans un instant. Karim, bouge pas, reste avec nous. Non, du président de la République, quelqu'un qui va voter Macron. Ne bougez pas tout de suite. On est de retour très vite. C'est bon, ça. Il y a du débat, ça chauffe. Ça fait débat et forcément, c'est dans le LGF avec les auditeurs, les gens du peuple qui viennent vous interpeller, vous. Yasser Louati, Razik Métiche, Siameda, bienvenue à vous. Karim, est-ce que tu es toujours là d'abord? Oui, alors je voudrais juste dire, alors, moi je suis très content aujourd'hui que il parle, je parle, on s'interrompt pas et tout le monde comprend. Donc moi je voudrais libérer la place pour laisser la parole aux autres auditeurs, mais je voudrais dire deux, trois petites choses rapidement. D'abord, est-ce que j'ai entendu, là, le monsieur qui a parlé? Yasser Louati. Voilà, alors moi je voudrais lui dire, alors j'espère ne pas être interrompu, que je m'incline avec le plus profond respect pour tout ce qu'il a fait, parce que moi, j'avoue, je n'ai pas fait 1/1000 de ce que vous avez fait, monsieur. Je vous l'avoue, moi, à part donner de l'argent et aller à 2-3 manifs, à 62 ans, j'ai rien fait j'ai jamais été un militant dans ma vie. Donc je m'incline avec respect et je reconnais le travail que vous faites et j'espère que vous ferez des adeptes, car plus il y aura de gens comme vous, et mieux on aura des chances de s'en sortir. Une fois qu'on a dit ça, monsieur, on est à la veille d'une élection. Il y a 12 candidats. Il faut bien que nous, on se mobilise. Bon, vous voulez pas voter Mélenchon, vous avez le droit. Mais moi, je pense, et si j'ai tort, dites-moi-le, mais je pense à dire que j'ai tort. Mais moi, je pense qu'il sera beaucoup plus facile d'aller arracher des droits à un Mélenchon, ministre de l'Intérieur ou Premier ministre, qu'à un Darmanin, Macron ou Pécresse. Donc, moi, je pense que le moins pire, j'ai pas dit qu'il était bon, j'ai pas dit qu'il allait faire des musulmans un paradis, faire de la France un paradis. Oui, on a bien compris, c'est le moins pire. Simplement, il sera plus facile d'aller obtenir et d'arracher des droits à Mélenchon que tous les autres à côté. Parce que, dites-nous, monsieur, avant que je raccroche, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce on va faire dans 20 jours? Pour qui vous nous conseillez de voter? Merci Christophe, et j'écoute la réponse. Salut Karim, il va pas te conseiller Yasser parce qu'il vote pas, donc il s'abstient. Non, je vote en temps normal, j'ai toujours voté. Par contre, cette fois-ci, honnêtement, en fait, moi j'avais voté là, aux dernières élections. Le problème, c'est que ce chantage-là, en fait, honnêtement, ça prend plus. C'est toujours, il faut voter pour le moins pire, il faut sauver ceci, il faut sauver cela. Le problème, c'est que, encore une fois, je peux pas d'un côté, d'ailleurs, je remercie l'auditeur pour son respect et c'est réciproque. Le problème, c'est que quand on est impliqué, il y a un moment où on voit les choses venir. Et me concernant moi, ce qui n'est pas mon point de vue n'est pas celui de tout le monde, c'est que ces choses-là, on les a vues venir depuis longtemps. Maintenant, qu'est-ce que je conseille? Déjà, pour commencer, j'appelle jamais à voter, parce que c'est pas à moi d'insulter l'intelligence des gens en leur disant votez pour un tel ou un tel. L'histoire est bien connue. À Athis-Mons, la mère de Christine Rodier de l'UMP à l'époque avait fait courir le bruit que j'avais appelé à voter pour elle. J'ai dû envoyer un fax à toutes les rédactions de la région pour dire que c'est niette et ça n'arrivera jamais. Par contre, que chacun décide de voter en son âme et conscience.
Me concernant moi, ce piège qui est tendu, encore une fois, ça ressemble plus ou moins au piège qui a été tendu mais le moins en pire, 2017. Et en 2017, j'avais dit, la menace Le Pen, elle est vitale. On a combattu Macron pour la loi travail, on a combattu Macron pour le fait qu'il n'a pas de colonne vertébrale, mais au deuxième tour, la menace est vitale. Bon, attrape-moi une fois, c'est de ma faute, une deuxième fois. Attrape-moi une fois, c'est de ta faute, une deuxième fois, c'est de ma faute. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ceux qui votent ont tort. Asia, t'as écouté les débats, là, les échanges. Non, mais c'est le constat qui est désolant, c'est de se dire qu'on a un responsable associatif qui est impliqué et qui aujourd'hui, aux élections, va sûrement s'abstenir. Que moi, en tant qu'élu local impliqué depuis très longtemps, je ne sais pas pour qui voter. Donc c'est vrai que le constat et ce qu'il faut peut-être se dire, c'est pourquoi on en est arrivé là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure un peu hors antenne, c'est notre communauté s'abstient trop et en face, ils le savent et c'est pour ça qu'on n'est pas considéré, on n'est pas pris en compte. Même si on voit que Le Pen essaie d'arrondir un peu en distinguant musulmans et donc elle fait la danse du ventre à un électorat potentiel qui pourrait peut-être voter pour elle ou en tous les cas ne pas voter contre elle. Mais ce qui est désolant, c'est ça, c'est de se dire qu'on s'abstient. Moi, j'ai toujours voté depuis mes 18 ans et j'irai voter de toute façon. Et c'est vrai que ce choix par défaut, moi, ça me met très, très mal à l'aise. Je rejoins aussi l'auditeur qui, lui, a fait un choix par défaut qui est celui de Mélenchon. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer. Le moins pire, il vous dit, le moins pire, il sera plus facile, dit-il, d'obtenir des droits sous Mélenchon que sous Pécresse ou sous Macron. Mélenchon pourra écraser parce qu'il est de gauche. Moi, ça me rappelle les grosses ficelles du PS à l'époque. Ouais. Le PS, comment le PS essaie d'avoir un électorat acquis. Exactement, des héritiers de l'immigration, c'est en disant soit c'est nous, soit ça sera encore pire pour vous. Alors ça suscite beaucoup de réactions au standard. Juste si je peux dire un petit mot à l'auditeur, juste s'il veut que ses propos soient audibles, qu'il montre un petit peu de respect. Lorsqu'il reprend des propos tenus par Macron en disant à Yasser et à moi-même que nous sommes rien, et lorsqu'on voit le pataquès que les mélenchonistes avaient fait après la sortie de Macron, qui s'interroge. Lorsqu'on veut être audible, lorsqu'on veut être convaincant, il faut donner un minimum de respect pour être entendu en fait. Imran, salut Imran. Oui, salam alaikum. Tu nous appelles d'où Imran? J'appelle de Chalon. Bon, alors ce que je te propose pour te réveiller, je te mets un peu de pub et tu reviens dans un instant, d'accord? Ne bouge pas mon Imran. Non. Quoi bah si, qui est-ce qui va payer mon salaire mon vieux? C'est pas toi Imran. Ah, tu nous fais pas une Mbappé? Non, pas trop long, je t'assure. C'est là pour 1 minute 50, tout de suite. Bon, voilà, nous voici de retour. J'ai liquidé pour l'instant les pubs et nous sommes avec Imran. Est-ce qu'il est toujours là, Imran? Oui, je suis toujours là. Bon, merci d'avoir patienté en tout cas. Imran, tu nous appelles de Chalon, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, Imran, t'as entendu les débats, t'as entendu les échanges, les invectives et tout ce qui s'ensuit. Quel est ton regard sur tout cela, mon cher Imran? Non, c'est quel est mon regard sur tout ça? Déjà, moi j'ai entendu l'auditeur précédent lorsqu'il a parlé vous n'êtes rien, d'une certaine prétention. Mais lorsqu'on écoute, moi j'ai écouté la radio en voiture, lorsqu'on entend par exemple M. Loaiti, il dit moi j'étais dans les manifestations, j'étais mobilisé, il n'y avait personne. Donc là, la prétention elle n'est même pas de l'auditeur. C'est de dire moi j'y étais, on a risqué. Parce que là, en fait, on essaie de zapper tout le travail de fourmi qui est fourni par les associations, que ce soit en province ou en région parisienne, mais on est en province. Donc les gens sont investis dans les associations pour que la communauté prenne conscience. Donc ça, c'est un travail qui est de longue haleine. C'est un travail qui ne se voit pas. C'est un travail où les gens ne peuvent pas être mobilisés à chaque fois qu'on les appelle. Donc ça, il y a quand même une certaine prétention lorsqu'on essaie de minorer ce travail-là qui existe depuis des années, même sur les gestionnaires de culte musulmans, c'est-à-dire malgré le fait qu'ils soient comme ils sont, donc il y a un travail qui est de longue haleine où aussi sacrifient leur temps et leur famille. Et voilà, la léthargie de la communauté, elle a travaillé à long terme. Mais, comme l'auditeur précédent, moi je pense qu'il faut nous débarrasser de ceux qui veulent nous tenir en laisse, Macron. C'est-à-dire que pour avoir la possibilité, même sur, par exemple, les Ouïghours, la possibilité de protester, il faut tout de même qu'on ait un espace de liberté d'expression. Macron, il a tout détruit. Toutes les associations, les structures qui pourraient participer d'une conscientisation des musulmans,
nous permettre de continuer le travail de conscientisation. Ouais. Je sais pas, moi je pense à plein d'as ou des associations comme Barakasti qui créent une certaine mobilisation, une solidarité, tout ce qui permettait de regrouper, il les a cassés. Donc on va choisir. C'est facile les grands idéaux, etc. Mais qu'est-ce qu'on choisit maintenant au moment où on en est, avec l'état de la communauté dans laquelle elle est aujourd'hui, avec sa léthargie, on choisit quoi? On choisit les grands idéaux et puis on dit on fonce dans le mur. Non, il faut nous permettre de voter pour quelqu'un qui va nous permettre de continuer le travail de longue haleine, en fait. Mais les musulmans ont voté pour Macron, par exemple. Ils ont gagné quoi? Pardon? Les musulmans ont appelé à voter pour Macron. Les associations musulmanes se sont mobilisées. J'ai moi-même été en province, donc me dire le travail de fourmi, il est négligé. Honnêtement, regardez ce que je publie et vous verrez que vous vous trompez royalement. Mais c'est pas grave. Les associations musulmanes, parmi les plus visibles et aussi les moins visibles, à Paris comme en province, s'étaient mobilisées pour Macron. Et je prévenais déjà en disant, l'analyse que vous faites, elle est pas bonne. Parce que Macron, il vient, parce qu'il n'a pas de colonne vertébrale, il tente d'amadouer en disant, je ne veux pas d'une laïcité à la Manuel Valls. En gros, c'est ce qu'il avait dit sur Mediapart. Les musulmans ont voté pour Macron. Qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Ils n'ont rien eu en retour, mais là, on est dans voilà, une autre c'est le chantage qu'on leur a fait par rapport à Le Pen. Si c'est pas Le Pen, non, si c'est pas Macron, ça sera Le Pen, vous allez voir. Les gens s'étaient mobilisés dès le premier tour pour Macron. Ça veut dire, ils avaient même pas choisi. Yasser, il faut dire aussi qu'il avait fait une campagne qui était plutôt assez tranquille, il faut le reconnaître, où il avait été sur ces questions-là assez calme, pas d'invective. Faut se rappeler. Un jour il va dire un truc pour les musulmans, le lendemain la droite lui tape dessus, il va revenir. Oui, mais ça me rappelle son déplacement à Alger où il avait parlé de la colonisation et puis après il revient, il fait un peu marche arrière. Oui, bon. Exactement. Voilà. Concernant les musulmans, pareil. Un jour il dit je ne veux pas de laïcité revancharde sur Mediapart. Le lendemain il dit il faut libérer les femmes qui n'arrivent même pas à mettre de rouge à lèvres dans les quartiers populaires. En vous écoutant tous et toutes aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un énorme travail de fond à refaire, à faire. Mais Christophe, je veux dire, arrête avec ça. Oui, non, mais si, je le dis quand même. C'est pas. Razik, est-ce que franchement, quand on écoute ça, c'est très intéressant. Moi, j'écoute avec beaucoup d'attention ce qui se passe et le retour du terrain. Et c'est vrai, Imran, il a raison. Les associations dans les villes, dans les quartiers, dont on ne parle pas et qui font un travail extraordinaire. Et j'irais même jusqu'à dire d'ailleurs que beaucoup d'associations tiennent la tranquillité de la ville à bout de bras. Non, mais et on n'en parle pas. Clairement, on les met pas à l'honneur. Et de ces petites mains, extraordinaire. De ces petites fourmis qui font que justement que le quotidien reste encore supportable dans certains quartiers. Après, pour extrapoler un petit peu, je pense que l'on paye, et de manière mortifère, notre manque d'organisation et notre manque de solidarité, pour le dire très concrètement. Ça fait 20 ans que j'entends ça, mais ça fait 50 ans, mais ça fait même plus. On est orphelin des orphelins politiques, je me tue à le dire, depuis presque des décennies, et on est orphelin politique depuis des décennies, parce qu'on ne souhaite pas s'organiser politiquement. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça change, pour que les gens se mobilisent? Il faudrait créer un parti, commencer à sortir... Ça n'a pas marché. Mais il faudrait réessayer. Pourquoi? Parce que ça n'a pas marché, donc on doit tout arrêter. Et il faudrait aussi faire un effort idéologique. Je pense qu'il y a une bataille culturelle à faire. Bouge pas. Vas-y, Razik. Je pense qu'il y a une bataille culturelle, que la bataille culturelle est remportée depuis très longtemps par la partie identitaire. Et je pense qu'on ne se passera pas de l'économie de bâtir un véritable corpus idéologique. Moi, excusez-moi, penser avec des matériaux, avec des outils de pensée du 19e siècle, ça commence à me pourrir la vie, sincèrement. Ouais, penser lutte des classes, etc. C'est très sympathique, hein. Pour l'effort intellectuel, il n'y a pas de problème, ça fait du bien. Mais concrètement, en 2022, dans la situation française, qu'on nous fournisse ou qu'on se donne les moyens intellectuels de mettre à disposition et de mettre sur la table des moyens de penser, et puis je veux pas qu'on se flagelle, mais on porte notre part de responsabilité. On n'a pas pris la mesure du problème et du défi auquel nous faisons face tous collectivement dans notre génération, je pense. Imran, dernier mot pour toi. Oui, dernier mot pour moi, c'est-à-dire que Monsieur Loati, il a parlé de Macron, le parallèle. Là, on est face à un candidat du système, c'est-à-dire que Mélenchon, il existe. Moi, je suis pas un fan. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait pragmatiquement aujourd'hui pour nous laisser un cadre de liberté d'expression pour pouvoir continuer le travail? C'est-à-dire soit des associations nationales ou des associations locales qui participent un peu de la conscientisation des musulmans, parce qu'on sait que c'est ça le cœur du problème. Comment on va choisir quelqu'un qui va nous permettre de continuer à travailler? Parce que là, si on vote pour Macron, c'est le candidat d'un système. On a bien vu comment les médias le soutiennent lorsqu'il parle, lorsqu'il fait un discours. Moi, j'ai l'impression qu'il s'adresse à ses sponsors. Il s'adresse même pas à nous. Lorsqu'il a parlé des enseignants, moi je suis enseignant,
il a parlé des enseignants. Le discours qu'il a, c'est pour que je ne vote pas pour lui. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il ne me parle pas à moi. Donc maintenant, comment voter pour quelqu'un? Au moins, il y aura un cadre de liberté d'expression. Ouais. C'est pas la panacée Mélenchon, c'est pas le meilleur, mais dans tous les cas, il a eu quand même le courage de dire oui, j'ai participé à la manifestation contre l'islamophobie. Il l'a assumé devant les médias. Il a assumé certaines choses que d'autres candidats n'assument pas. Et moi, je peux pas voter pour un candidat encore du système qui va participer à la déconstruction de tout ce que les musulmans ont construit depuis des années, même si on peut considérer ça comme minable. Est-ce qu'on a demandé des comptes aux associations musulmanes et aux responsables musulmans qui ont appelé à voter Macron et qui ont torpillé tout effort pour au moins peser sur l'élection avant le premier tour? Zéro. Personne n'a rendu de compte. Oui, bon, merci en tout cas, Imran, pour ton appel. C'était très intéressant cet échange et on est amené à le refaire quand vous voulez, mon cher Imran. Merci de votre fidélité. À très vite, Imran. Alors, il y a Walid aussi qui nous attend au standard. Beaucoup de gens qui souhaitent réagir. C'était pas prévu qu'on passe autant de temps là-dessus, là, pour le coup. Mais c'est ce que j'aime, vous voyez, c'est la magie du direct et de la radio. Vous voyez, c'est qu'on improvise un peu ce qui se passe avec les débats qui s'agitent, avec un Yasser Louati, Razik Métiche et Inassia Medea qui est avec nous aujourd'hui. Salut mon Walid, comment ça va? Salut. J'adore. Voilà. Bah oui, j'adore. Notre invité est arrivé. Il est là. Et vous savez que je suis super content de le recevoir. Vraiment, on se connaît pas. On va faire connaissance d'ailleurs. On a été concurrents un temps, à l'époque où il émergeait sur une grande radio à l'époque quand il y était. Bon, c'est un peu moins aujourd'hui. Mais on a pris la relève, on va dire. Donc, on va le recevoir dans un instant. Abdelkrim Branine est avec nous sur France Maghreb 2. Je suis ravi de le recevoir. Il vient nous présenter son tout nouveau livre. Juste après, la banque préférée de Yasser Louati, c'est la Banque Populaire. Le LGF, merci d'être avec nous, avec Yasser Louati, Razik Métiche, Assia Medea, et donc notre invité qui est avec nous. Et je le disais, vraiment, je suis très content de te recevoir, Abdelkrim, sur France Maghreb 2. Voilà, je t'écoutais, je te suivais un petit peu lorsque tu étais sur une autre radio. Grand journaliste et auteur, qui va nous présenter ton premier livre qui s'appelle Le Petit Sultan. Abdelkrim Branine, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Tu sais que tu m'as fait passer du bon temps à l'époque quand on écoutait Les Informés. Merci. Qui est ton émission d'ailleurs, je tiens à le dire. Oui, c'est une émission qu'on a créée il y a une dizaine d'années sur Beurre FM avec ma collègue et amie Delphine Thébault. Delphine Thébault, exactement, qu'on salue d'ailleurs. Comme on dit d'ailleurs, méfiez-vous des imitations. Alors, Abdelkrim, qu'est-ce que tu es devenu depuis ton passage sur cette radio où tu étais le rédacteur en chef d'ailleurs? Oui, c'est ça. Bon, c'était une petite rédaction, mais certes, c'est vrai que j'étais rédacteur en chef. J'ai quitté Beurre FM été 2017. J'avais 2 projets. C'était écrire un livre que j'avais en tête depuis pas mal d'années. Ouais. Je voulais également reprendre des études dans le journalisme et me diriger vers la télé, ce que j'ai fait ensuite puisque j'ai intégré RT France, mais avant ça j'ai terminé. Oui. Ça a fermé. Pas encore. Ça a été suspendu. Pas encore. On est un petit peu dans le flou. Voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est suspendu. Pour l'instant, c'est suspendu. Voilà. On ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est un peu en pause. Voilà. Donc, avant d'intégrer RT France, j'ai terminé ce livre que j'ai ensuite un petit peu retravaillé. Puis, j'ai trouvé un éditeur. C'est un long chemin pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de l'édition. Voilà, faut trouver un éditeur. Il était OK, d'accord, mais il y a la pandémie, c'est pas bon. Il y en a un autre, ça va pas, etc. Et finalement, je suis très content d'avoir travaillé, d'avoir sorti ce livre avec les éditions ZLJ. Alors, il paraît que tu étais un très grand footeux. Très grand, non, mais mes plus hauts faits d'armes, c'est quoi? J'étais capitaine de l'équipe Pupille. Ah ouais. À Vierzon, j'ai remporté le... Vierzon, c'est dans le Cher, dans le 18. C'est dans le Cher, dans le 18, ouais. Où je rends dédicace ce samedi et je suis très content également. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remporté le tournoi de mon lycée, j'ai terminé meilleur buteur. Voilà, mon palmarès, c'est ça. Ouais. Il y a déjà quelques trophées quand même dans l'armoire. Razik, tu as lu ce livre. Je l'ai dévoré. Asial l'a parcouru également. Razik, quel est ton retour sur ce livre qui s'appelle, je rappelle, Le Petit Sultan. Le Petit Sultan, réellement, moi qui suis amateur, passionné de football, qui ai grandi à Bobigny, et qui suis né à Bobigny en 1982, qui a donc grandi dans les années 80-90, ça m'a parlé, ça m'a ému, ça m'a rappelé des choses.
Et ça m'a fait grandir, quelque part. Alors, tout d'abord, ce roman, il s'inscrit dans un genre, c'est celui, à mon sens, celui du roman d'initiation. Ça veut dire qu'on va suivre, dans son parcours initiatique, Jürgen, dans les différentes... Jürgen, c'est vrai. Ça ressemble un peu. Ça ressemble un peu. Il y a un petit côté scandinave. Complètement. Après, nous qui sommes d'ascendance kabyle, on sait, voilà, on sait d'où vient le prénom. C'est un prénom berbère. Voilà. Complètement. Ah ouais. Alors, deux petits mots. Donc, ça vient c'est le dérivé de Jugurtha. Jugurtha qui était un roi. Ah oui, roi berbère. Voilà, exactement. Donc, un nom chargé d'histoire. Ouais. Un nom chargé d'histoire sur la forme. Alors, pour nos lecteurs, sur la forme, c'est un livre qui est extrêmement scénarisé. On a le droit à différents flashbacks où le temps est vraiment maîtrisé par l'auteur et pour justement mettre des focus sur des passages importants de la vie ou de l'ascendance ou du grand-père qui occupe une bonne place dans ce roman. Dès le début, dès l'Itim Pit, on a un décor qui est planté. On assiste à un véritable pèlerinage. Un pèlerinage dans un ancien quartier. En termes d'écriture, la rapidité de l'écriture fait que le livre se lit extrêmement facilement. C'est encore renforcé par des sonorités, par des allitérations, par des assonances, par des rimes, qui font que justement ce livre se lit et quelque part s'écoute et s'image très facilement dans son esprit. Donc comme je disais, on a fait un rite d'initiation qui commence par un pèlerinage à la cité. On suit le papa de Jugurthen qui revient dans Babylone, dans son ancienne ville. Les noms sont imagés et les images renvoient en plus à différentes sphères. Ensuite, on suit Jugurthen lors de son premier but au Massilia Club. Donc, ouais, c'est très connecté berbère quand même. Hein. Massilia, c'est plus Marseille. Massilia. C'est pas Massinissa, c'est vrai qu'on aurait pu. Ouais. On aurait Pourquoi tu vas pas me dire que t'es un supporter de Marseille, toi aussi, Abdelkrim? Non, je suis totalement neutre. Ah bon? Ouais, je sais pas, ça va durer. Ouais. Non, vraiment. Et ensuite, le rite d'initiation va nous ouvrir les portes du monde professionnel et de ses arcanes et de ses codes. On se rend compte que le jeune Jugurthen a été recruté par l'INF, l'Institut national de football de Clairefontaine, plus connu par les footballeurs comme la Clairefontaine. On s'aperçoit qu'il a une ascendance algérienne et le nœud de l'action va se jouer autour d'une bavure policière. Lors d'un rassemblement à Clairefontaine, une connaissance de Jugurthen qui est dans son équipe voit son meilleur ami décédé des suites d'une bavure policière. Il y a une réunion au sein de Clairefontaine, au sein de l'équipe Espoir de l'équipe de France. 4 joueurs dont notre héros décident, après un but, de lever leur t-shirt et de montrer un t-shirt où il y a écrit la police assassine, entre autres. Il s'ensuit un énorme buzz. Il s'ensuit que Jugurthen est passé au pilori du buzz médiatico-politico, identitaro-franco-français, j'ai envie de vous dire, et qu'il y a un changement de trajectoire radical. Il est mis sur la liste des transferts par le Massilia Club. Il atterrit à Lutèce, nouveau club. À Lutèce, ah oui. Pas Lutèce pour anciennement le coup, pas Paris. Lutèce, non, pas Lutèce anciennement Paris. Alors, plus loin Tess. D'accord. Voilà. L''U-T-E-W-S. Voilà. Très bien. En tout cas, voilà, on va pas spoiler le livre non plus parce que c'est important que les gens achètent quand même. Bien sûr. Après, juste, il y aura l'apparition d'un personnage qui sera en filigrane en opposé, qui est celui de Kaiser Kais, qui est joueur du Galactica, qui s'apparente plutôt au PSG, on peut le dire à peu près. Ah, une grande équipe, enfin, une grande équipe, enfin. Ou pas. Et donc, il y a toute une rivalité entre ce joueur de Lutèce Jugurthen que l'on suit et ce Kaiser Kais qui est un petit peu le fleuron du Galactica et qui plus est qui est accoquiné avec un politique dont les traits ressemblent bizarrement à un certain Eric Z. Ah oui. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, Eric. Ou pas? On laisse le caractère imagé. Non, il y a de ça évidemment. C'est un parti politique aux idées très 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 nationalistes, mais qui veut faire le lien avec les quartiers populaires. Très bien. Alors, on va parler évidemment. On invite les gens à acheter ce livre qui est disponible sur Amazon partout. Le Petit Sultan. Partout, même à la Fnac. Là, je suis allé à la Fnac cet après-midi dans tu t'es vu. parisienne. Magnifique. Tu connais Yasser Louati?
Bien sûr, bien sûr. Tu l'as bien sûr. reçu, ça Bien aussi, sûr, sur ton je l'ai plateau. reçu, je le À l'époque, connais, il était porte-parole du CCIF. Exactement. Ouais, il est avec nous. De s'échanger Voilà. régulièrement des messages. Ouais. Yasser, ça te donne envie d'acheter le livre? Ouais. J'espère que tu vas l'acheter, mon vieux. Hein. Et pas que mon neveu. Alors pour commencer, je salue Abdelkrim Branine. Merci. Je tiens à salut, rappeler Yasser. pour la petite histoire que ma toute première radio, je l'ai faite avec Abdelkrim Branine. Quoi? J'étais un bleu brut de coffrage et j'avoue que c'est lui qui m'a permis de faire ma radio sans me prendre les pieds dans le tapis. Et je me rappelle de l'accueil qui était vraiment chaleureux. Il m'a dit la Alors, même chose, hein, je te rappelle. Il ouais. m'a dit la même chose. Hein. Espèce Non, de truand, va. Christophe, toi, c'est le premier Vous êtes direct. tous les deux bien, Ah, très le bienveillants. premier direct, d'accord, ok. Le Ouais. premier direct, comme quoi le destin il fait bien les choses. Le premier direct chez France Maghreb et la première radio qui avait eu, je crois, la semaine avant, qui était enregistrée justement sur à Ivry, c'était justement Les Informés. Ouais. Donc, je remercie encore Abdelkrim Branine de m'avoir invité et je suis sincèrement content qu'il ait pu faire aboutir son projet parce qu'on en avait déjà parlé quand il commençait à peine. Exact. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Bon, en tout cas, les recruteurs des radios, franchement, on est fin quand même. Les deux meilleurs, ils sont là. Ah, c'est Hein, vrai, Abdelkrim. c'est vrai, Ah, c'est vrai. Ouais, ouais, non, non, Ouais. Est-ce qu'on peut lire la dernière phrase du livre pour oui, donner un petit peu envie aux pour illustrer, aux auditeurs vas-y. Ouais. Nous sommes les enfants des vaincus d'hier et venons célébrer ce triomphe en paix. C'est beau, c'est beau. Asia, tu l'as lu en diagonale, ce livre? En diagonale, je tenais aussi à remercier Abdelkrim. C'est vrai que moi aussi, j'ai fait mes premières radios C'est vrai à tes côtés. Mmh. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça va sans dire que je tenais aussi à remercier En Abdelkrim. tous La les première cas, radio, j'avais fait. merci à vous. C'était avec toi très aussi. appréciable. C'était De toute vraiment coopération. un plateau de. une C'est de la émission qualité. Non, mais c'était de la qualité, De Abdelkrim. qualité, Voilà, faut le dire. effectivement. Merci. Et voilà, on a fait aussi nos premiers pas. En tous les cas, moi, j'ai fait mes premiers pas aussi lors de ton émission. Je trouve qu'effectivement, derrière ce que tu as pu expliquer ou raconter du livre, ce qui est intéressant, c'est que derrière ce récit, effectivement, on explore, tu l'as dit, l'identité. Ça pose des questions, en fait, qu'aujourd'hui, tout Français d'origine étrangère est confronté finalement dans notre société. L'identité, nos origines, la relation avec le colonialisme, l'héritage familial et colonial. Donc c'est quelque part... mais tu pourras peut-être le dire, mais je trouve que derrière cette histoire autour du foot, on touche aux réelles questions de notre société qui font aujourd'hui d'ailleurs l'actualité malheureuse des débats pratiquement de tous les candidats, ou en tous les cas des campagnes de tous les programmes de tous les candidats de droite et d'extrême droite aujourd'hui, qu'on essaie en tous les cas de combattre. En tous les cas, moi j'essaie de le faire autant que faire se peut dans les différentes radios et télé. Mais voilà, ça nous rappelle à notre réalité d'enfants d'origine étrangère et immigrés qu'on rencontre au quotidien. Donc rien que pour cela, il y a aussi la place de la religion. Enfin, il y a pas mal de questions qui se posent. Et rien que pour cela, je trouve que ça mérite de prendre le temps de le lire. Et effectivement, il est assez gros, mais j'ai cru comprendre qu'il se lisait assez rapidement. Donc, merci pour ce travail qui a dû être, j'imagine, long, parce qu'on sait que écrire un livre, au-delà de trouver effectivement l'éditeur, ça peut aussi prendre du temps. Et merci d'avoir de nous offrir finalement moi, je le vis un peu comme un cadeau. Et donc, je vais m'empresser de le lire. En plus, c'est bientôt le plus dans les ramadan, là. détails. Vous allez avoir le temps de lire, hein, franchement. Il faut lire le Coran, mais il faut aussi lire des livres sympas aussi pour se détendre pendant le ramadan. Ça s'appelle Le Petit Sultan. C'est notre ami Abdelkrim Branine qui a été salué par la majorité. Et c'est vrai que la majorité des chroniqueurs que j'ai dans mon émission aujourd'hui, Abdelkrim, dans le Grand Forum, sont passés par ton micro. Et voilà, ils en gardent un très bon souvenir d'ailleurs, je dois te le dire. Karim Benzema, ça c'est quelqu'un pour lequel tu as beaucoup parlé, Abdelkrim. Ça a été un cas à part en équipe de France, Karim Benzema. Le cas Karim Benzema, ça a été du gâchis, c'est quoi? Comment tu le qualifies? Oui, c'est forcément du gâchis. Alors, je ne sais pas à combien on est, 5 ans, pas d'équipe de France. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour ceux qui ont lu le livre ou pour ceux qui vont lire, le cas Karim Benzema, surtout sa mise à l'écart de l'équipe de France, m'a beaucoup inspiré pour ce livre, parce que comme beaucoup, je pense qu'on voyait ça comme une très grande injonction de Manuel Valls, rappelons-le. Exactement, c'était quand même assez inédit dans un grand pays comme la France qu'un Premier ministre s'implique comme ça dans la vie de l'équipe de France. Je crois que c'est inédit, je crois qu'on n'a pas de précédent en la matière. Et c'est vrai que en tout cas, c'est quelque chose. Moi, à l'époque, je me souviens quand il
il n'avait pas été sélectionné à l'Euro 2016, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'il avait Alors que Deschamps lui avait promis. Hein. Voilà. Et il avait eu cette phrase dans un média espagnol en disant il a cédé une partie raciste de la France. J'avais fait une intervention dans une émission de France 24 et je m'étais retrouvé face, mais vraiment, à tout le reste du plateau. J'étais complètement isolé à prendre un peu la défense de Karim Benzema. Et là, je me suis dit, franchement, il se passe quand même quelque chose d'assez dingue. Et alors, c'est pas en sortant que j'ai eu le déclic pour ce livre, parce que je l'avais déjà en tête, mais c'est vrai que je me disais, ça occupera une part importante dans ce livre, cette injustice que Karim Benzema a subie. Donc, ce footballeur, il est beaucoup plus jeune, hein, il est en équipe espoir, il est vraiment au tout début. Mais voilà, j'ai voulu prendre un petit peu cette même campagne violente, virulente de la part des identitaires pour un petit peu mettre à l'écart cet espoir du football. Quel talent, Karim Benzema. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire franchement que c'est peut-être un des meilleurs attaquants français au monde? Oui. Bah, franchement, c'est même un des je meilleurs pense que joueurs du monde en ce moment. Oui, il est dans le marche top 3, top 3 du monde. C'est incroyable. Ça sera son dernier mondial, vous croyez? Bah là, on commence à se poser des questions, tu vois. Plus on avance, Zlatan Ibrahimovic qui est en train de repousser les limites. Il est plus tout jeune quand même. Il a une hygiène de vie irréprochable et réellement, je le trouve même contrairement meilleur. à Neymar, hein. Même physiquement, je le trouve meilleur maintenant qu'il y a 5 ans. Donc Ouais, je me dis pourquoi pas. Lorsqu'on voit en Italie, par exemple, je pense à Pippo Inzaghi, je pense à Zlatan Ibrahimovic, en Italie ou dans d'autres pays, ils n'ont pas de problème avec l'âge. Ça veut dire que vous êtes bon, si vous êtes jeune ou si vous êtes âgé, vous jouerez. En France, on a soit il est trop jeune, heureusement que Kylian Mbappé a un petit peu fait voler en éclats le problème de l'âge, et à l'inverse, soit vous êtes trop âgé, mais même lorsqu'on voit Olivier Giroud, par exemple. Olivier Giroud, il a quel âge? 37 ans? 36, 37 ans 36. Enfin voilà, ce sont des joueurs qui sont au top niveau, qui ont une hygiène de vie irréprochable et qui sont encore bons. Zlatan Ibrahimovic va postuler peut-être pour le mondial si la Suède arrive à se qualifier. Donc pourquoi pas voir Benzema sur un prochain mondial, mais je pense que tout le monde et tout amateur de foot l'attend avec impatience au Qatar là, en 2022. C'est ça, au mois de novembre, si tout va bien. Ouais. D'ailleurs, il y a l'équipe, le journal de l'équipe qui a sorti le classement des joueurs les plus payés en France. 14 premières places que des joueurs du PSG. Ben oui, PSG. Ouais. Ça veut dire quoi aujourd'hui, Abdelkrim? Non, mais ça veut Ça dire que. termine en huitième de finale. Ouais, ça va, Yasser. Ça veut dire quoi, Abdelkrim? Franchement, on a l'argent, on n'a peut-être pas le savoir-faire. Il y a beaucoup de supporters du PSG sur le plateau là. Je suis le seul, mais moi je suis Marseillais. Alors, je l'assume. Je suis le seul, mais comme je suis le patron, je te laisse aviser. Non, écoute, ce qui revient souvent évidemment, c'est la culture, c'est la culture club qu'il y a. Et l'institution Paris Saint-Germain, on n'arrive pas à créer ou à défendre, entre guillemets, l'institution du Paris Saint-Germain, surtout la faire respecter, en fait. C'est ça le nœud un petit peu du problème pour moi. Qu'est-ce qu'il faut faire, Abdelkrim? Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour soulever le PSG? Il faut ramener quelqu'un qui va taper du poing sur la table et qui va mettre à l'amende les Sud-Américains et compagnie, là, leur expliquer que la discipline c'est ça. Et que, alors moi, par exemple, un truc, je vais prendre juste un exemple, c'est cette histoire de prime pour aller saluer le public, c'est incroyable. C'est absolument gravissime. Ça, franchement, c'est du contrat, même du plaisir. Je pense qu'en fait, il suffit de regarder ce truc-là. Tout est dit. En fait, tu te dis, ok, non, si tu fais respecter une institution comme le Paris Saint-Germain, comme le Real Madrid, comme le Barça, etc., la Juventus, voilà, il faut des gens très forts, faut pas être faible, faut pas de copinage. Voilà. Ouais. J'avais une petite question, Christophe, aussi. Ouais. Sur, parce que le livre est extrêmement fourni, moi qui suis amateur, mais pour les novices, il est extrêmement fourni en détail sur différentes affaires qui ont secoué le foot français. La première question, c'est est-ce que ça t'a demandé un gros travail de recherche? Et la seconde question, c'est on découvre, pour certains, les arcanes de ce milieu, avec le monde des agents véreux, avec le Naïm qui jouera double tableau et qui sera presque un traître, avec Yugurten, le héros du roman. Est-ce que tu n'as pas peur d'heurter un certain nombre de pantouflards ou un certain nombre de clichés? Je pense à la Fédération française, je pense à certains médias, je pense à des gens qui font l'alpha et l'oméga du foot français, qui en prennent un peu peut-être indirectement pour leur grade. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y aura peut-être certains qui vont se sentir visés par des propos? Réponse dans un instant, juste après la pause sur France Maghreb 2. Abdelkrim Ranine qui est là pour son livre qu'il nous présente aujourd'hui, que vous pouvez évidemment acheter partout. Le Petit Sultan. Abdelkrim Ranine, tu restes avec nous jusqu'à la fin. Bien sûr. Allez, t'as le temps aujourd'hui, tu vas voir ce que c'est le grand forum.
bienvenue. Tu connais ou pas d'ailleurs? Bien sûr, je vous suis sur les réseaux sociaux. Très bien, merci moi Abdelkrim. À tout de suite. Le LGF, le Grand Forum, émission de référence, on peut le dire, hein, sur France Maghreb de tous les jours, du lundi au vendredi. Suivez-nous d'ailleurs sur les réseaux du LGF, sur Twitter, le Grand Forum FM2, sur Instagram, le Grand Forum FM2, et sur Facebook, Christophe, le Grand Forum. Oui, Christophe, c'est mon prénom. Yasser Louati, il est là. Yasser Louati qui aujourd'hui préside le CJL, mon cher Abdelkrim. CJL, Comité Justice et Liberté pour tous. Il anime aussi des podcasts. Voilà, il s'est modernisé, Yasser, quand même. Podcast, ça s'appelle Les Idées Libres. Il y a un très très bon podcast à écouter. C'est un peu le principe d'ailleurs sur l'Ukraine, la crise en cours. Razik Metish. Il y en a même deux, pardon Christophe. Il y en a même deux sur l'Ukraine. Il y en a même un qui s'intitule, dont j'ai oublié le titre, Réfugiés et résistance, ce que l'Ukraine offre et révèle. Et là, en fait, on décrypte un peu le 2 poids 2 mesures pour les réfugiés, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'on soutient la résistance ukrainienne contre l'occupation russe, mais pas d'autres résistances, comme par exemple, bien entendu, en Palestine. Et donc là, il faut relégitimer l'idée même que tout peuple occupé a le droit de résister, même par les armes. Assia Meda est avec nous aussi, vice-présidente du PRG, et Razik Metish, aussi à mes côtés, mon balbimien préféré, qui est avec nous aujourd'hui. Il n'a qu'un seul défaut, Razik, c'est supporter Marseille. Sinon, pour le reste, il est adorable. C'est une plus-value, ça, Christophe. Je suis un avant-gardiste, je sais pas. Alors, la question de Razik, Abdelkrim, tu t'en rappelles? Oui. Bon. Oui, je me suis beaucoup inspiré en fait de personnes qui travaillent dans le milieu du football. J'en ai discuté avec eux, les agents. Moi-même, je suis allé plusieurs fois à Clairefontaine, notamment au fameux tournoi annuel de l'INF des moins de 15. Alors, il faut y aller pour voir vraiment ce que c'est. C'est une espèce de foire aux bestiaux, tu vois, où tous les recruteurs de tout le continent, des meilleurs clubs du monde, vraiment. C'est ça, et c'est la réalité. C'est incroyable. L'Île-de-France, c'est devenu le vivier, on est bien d'accord. C'est le vivier mondial. Voilà. L'affaire des quotas, évidemment. Alors, c'est des affaires, certaines affaires, je les connaissais quasiment par cœur. D'autres, évidemment, je me suis documenté. Donc, j'ai fait attention à être très, très minutieux, de ne pas faire d'erreur pour ne pas risquer un procès. Et si tu l'as remarqué, ça mélange des éléments que je reprends tels quels au niveau de la réalité et d'autres que un peu plus romancés, que je change. Donc, l'affaire des violences policières, évidemment, c'est une espèce d'affaire Nice Now bis un petit peu. L'affaire des quotas au niveau du PSG, c'est la même avec le Galactica. Voilà, donc en fait, alors je précise, une précision très importante, c'est vrai que ça parle de football, la toile de fond c'est le football, les gens qui aiment le foot vont se régaler, mais c'est pas un livre sur le football. Voilà. Le football est convoqué pour explorer d'autres champs. C'est un prétexte pour évoquer certaines questions sensibles, Assia l'a dit tout à l'heure, le patriotisme, la loyauté, le rapport à la religion, les quartiers populaires, le football business, etc. Juste avant que tu arrives justement à Abdelkrim, on était en plein débat avec les auditeurs, avec Yasser, Razik et Assia, sur justement l'état de la communauté. Tu l'as souvent évoqué, de la communauté musulmane ou la pseudo-communauté. Tu l'as souvent évoqué dans tes émissions dans le passé, avec les différents responsables de cette communauté. J'ai l'impression, en tout cas, moi ça fait 20 ans que j'anime ce genre d'émission, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas, ça bouge pas, on est toujours au même point. Oui. Je suis d'accord, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on a quasiment tout dit. Non, je suis d'accord avec toi. Et pourtant, il y a des excellents, des militants qui font un excellent travail, parfois un peu trop dans l'ombre, etc. En fait, j'ai l'impression dans cette communauté que dès qu'il y en a un qui va essayer d'émerger, tout de suite, s'il y avait la guillotine, tout de suite, il passera la guillotine, quoi. Tu as au niveau des structures qui organisent alors pas seulement le culte, mais ce qu'on appelle l'islam de France. Il y a toujours la question de l'islam consulaire, évidemment, qui parasite un petit peu tout. Ouais. Ensuite, tu as beaucoup de concurrence entre certaines organisations qui ont vu le jour en France. Alors, moi, je pense que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on veut un leader. Ouais. On veut un leader, on veut un. Merci. On veut un leader. Moi, ça, je pense que c'est une erreur. On n'a pas besoin de gourou, on n'a pas besoin de. Alors, je ne vais pas citer de nom, mais à chaque fois, on se disait ça y est, c'est lui, comme si c'était le Messie. Je pense que cette fois-ci, c'est lui. Et puis en off, les gens te disent non, je pense que avec lui, tu vas voir et tout. Non, je pense qu'on n'a pas besoin de. Voilà. Il y a des leaders au pluriel.
alors Razik pourra peut-être en dire un mot, mais je parle de plusieurs personnes qui ont, alors j'aime pas ce mot-là, réussir, mais un peu l'élite des quartiers. J'en parle également dans ce livre. On a des personnes d'un niveau exceptionnel, mais vraiment d'un niveau exceptionnel. Des contingents entiers, des bataillons. Et bien sûr, qui ont fait des grandes écoles, des gens qui se sont fait tout seuls, des autodidactes, des gens qui font des affaires, même des gens qui font de la politique, etc. Et on n'arrive pas un petit peu à fédérer tout ça et à organiser. Ouais, c'est dommage. Yasser, t'es d'accord? En fait, moi je rejoins bien sûr ce que vient de dire Abdelkrim. En fait, honnêtement, maintenant j'ai ma liberté de ton, donc je peux le faire. C'est que il faut quand même remonter aux sources de tout ça. C'est dans la question théologique, parce que les communautés musulmanes restent des communautés de foi. Il y a toujours l'idée qu'un sauveur va venir, un homme providentiel. Et en même temps, au sein même de ce qui est très, très récent, j'ai même fait un podcast, j'ai fait 3h30 de podcast sur le sujet, parce que j'ai un deuxième podcast qui s'appelle Le Breakdown. J'ai invité un professeur de théologie d'Oxford. On a parlé pendant 3h30. Et la théologie contemporaine des 50-60 dernières années, c'était que le croyant n'existe pas en tant que citoyen. Et donc, le croyant doit se mettre en position d'observateur du monde dans lequel il vit et ne jamais s'impliquer. La politique, c'est pas bien, voter, c'est pas bien, critiquer, c'est pas bien, avoir un regard critique, c'est pas bien, etc. Et donc, on en arrive à une situation où les gens se disent « Je vais devoir maintenant sous-traiter ma réflexion à quelqu'un d'autre. » Et ce quelqu'un d'autre doit être quelqu'un de visible, de brillant. C'est pour ça que, et honnêtement, pendant un an, en 2020, j'ai fait des lives qui ont duré 1, 2, 3 heures toutes les semaines. J'étais sidéré de voir que les gens ne se définissent qu'en tant que croyants. Tout le reste n'existe pas. Donc forcément, si on n'est pas citoyen, on ne prend pas parti et on laisse les autres faire, par exemple, penser pour eux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et moi, je vais suivre. Et c'est vrai, il ne faut pas un leader, il faut des personnes compétentes. On a besoin de tout le monde. Les organisations doivent comprendre qu'elles sont complémentaires. Il n'y a pas une organisation qui remporte un combat. C'est toujours des coalitions. Et les coalitions demandent un minimum qu'on se laisse au moins exister les uns les autres. Alors, ce qui est intéressant d'écouter aussi ces derniers jours, Abdelkrim, c'est que beaucoup d'auditeurs nous appellent pour nous dire, voilà, parmi le choix qui nous est proposé pour le premier tour de l'élection présidentielle qui approche à grands pas, on est à 17 jours du premier tour, quelqu'un émerge beaucoup au sein de cette communauté, au sein des musulmans, parce qu'il leur parle, parce que effectivement, il a pris des positions. Yasser et Razik et Assia sont beaucoup plus mesurés pour le coup aujourd'hui, mais Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, c'est un véritable plébiscite pour les auditeurs de France Maghreb 2 et pour beaucoup de la communauté musulmane. Tu le comprends, ça, Abdelkrim, aujourd'hui? Je le comprends, je le constate aussi comme toi, c'est assez indéniable. Après, je pense qu'on n'a pas retenu en fait les leçons des précédentes décennies, des précédentes élections. Je pense que ça rejoint également ce que disait Yasser, de trouver l'homme providentiel qui va être bien pour les musulmans, qui va comprendre les musulmans. Je pense qu'on ne doit pas, surtout pas, se positionner en tant que musulman, parce que c'est une erreur. C'est vraiment une erreur. Moi, je me souviens, j'ai déjà eu une conversation avec vraiment l'un des cadres de Jean-Luc Mélenchon en tête-à-tête, en off. Et je t'assure, je ne donnerai pas de nom, je t'assure que je l'ai vu prendre conscience du potentiel de l'électorat musulman, mais vraiment. C'est du stratégie. Je t'assure que vraiment, je lui parlais de l'islamophobie, je lui parlais de la Palestine, je l'ai vu, et il commençait à me dire, ah là, c'est intéressant, il faudrait qu'on se voit, etc. Et tout. Et vraiment, je t'assure, c'était dans les couloirs de Beurre FM, c'était après une interview. Donc, je me méfie, et surtout, je trouve ça un petit peu dommage comme ça, ce mouvement de plusieurs associations collectives qui donnent publiquement leur soutien à Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'on n'a pas retenu les leçons. Voilà. Assia, est-ce qu'il faut se comporter en tant que musulman ou pas du tout, justement? Alors moi, ce que je voulais dire, puis je vais y répondre, mais ce que je voulais dire, c'est que bien sûr qu'on a des pépites, bien sûr qu'on a des gens qui réussissent dans notre communauté, au-delà de la religion, dans les quartiers. Tu en es la preuve vivante, ma chère Assia. Ouais. En tous les cas... beaucoup de gens ont réussi. Moi, je crois beaucoup aussi à l'exemplarité. Juste pour partager peut-être une petite expérience, quand moi j'avais monté une association d'éludits de la diversité, à un moment donné, on était prêt à pousser au-delà des partis politiques des personnes compétentes qui avaient une vraie expérience. Et malheureusement, et je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on combatte, on nous sortait du chapeau
toujours des personnes qui ne représentaient qu'eux-mêmes, qui n'étaient pas compétents et qui ne nous représentaient pas. Et là, on avait en gros des personnes qui étaient des cautions et ils ne voulaient surtout pas prendre, ou en tous les cas mettre en avant, des gens qui avaient un vrai parcours politique avec des vraies compétences et qui savaient de quoi ils parlaient, parce que ça posait problème, ça faisait peur. Et donc nous, notre combat qu'on a essayé de mener chacun dans nos partis politiques, c'était ça, de faire émerger des personnes qui avaient déjà des mandats, qui avaient une expérience, et malheureusement, ils n'ont jamais été retenus. Donc tout à l'heure, on parlait de solidarité, d'organisation, et je pense qu'on gagnerait tous à être non pas concurrents, comme vous avez pu le dire, mais justement de se dire à un moment donné, on a un combat commun, si on veut se faire entendre et être reconnu en tant que tel, en tant que Français à part entière, on devrait, à mon sens, trouver un combat commun et s'organiser et faire comprendre en face que non, cette fois-ci, vous ne nous achèterez pas, vous ne viendrez pas débaucher une personne parmi tant d'autres, mais encore faut-il être solidaire, être prêt à défendre des idées communes. Je suis sûre qu'on en a tous au-delà de nos engagements politiques associatifs. Mais ce que je disais, déjà se faire reconnaître comme des Français à part entière, qu'on soit musulmans ou pas. Moi, je pense que c'est ça aussi le combat, et qu'on fasse comprendre aussi aux organisations que oui, on est unis, et oui, aussi, on peut faire entendre notre voix. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Yasser? Assia, elle part, il me dit Christophe. Yasser, ça te dérange qu'elle parle, Assia, ou quoi? C'est quoi le truc? Pardon, désolé, Assia, je crois que j'étais en off, c'est pour ça. Non, t'es pas en off, là, on est à l'antenne, il est fou, lui, hein, Yasser. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, déjà, tu vas commencer à pas te calmer. Non, mais on va remettre les choses au clair. Non, je voulais juste rebondir sur ce que venait de dire Assia. C'est vrai que ces grands mots, on les entend souvent, mais j'aimerais quand même poser la question. Pour tous les acteurs issus des quartiers populaires, et je rejoins là-dessus Abdelkrim Branine sur le fait qu'il ne faut pas se positionner en tant que musulman. Honnêtement, moi, publiquement, et je peux l'assumer parfaitement, j'ai jamais dit que j'étais musulman. Et si j'ai une religion, ça ne regarde personne. Et si je la pratique, encore moins. Alors, et ça, c'est ma réponse. C'est copier-coller. Ça ne vous regarde pas. Je travaille sur des problématiques. Interrogez-moi sur ces problématiques-là. Pour revenir maintenant à ces solidarités qui n'existent pas, pour commencer, les acteurs dont on parle ne se parlent jamais, ne se côtoient jamais. Donc, on ne peut pas décréter cette solidarité-là. Christophe, tu te souviens toi-même, tu avais dit, je ne sais plus quel imam te disait, moi, les imams de ma ville ou de mon département, je ne les vois jamais, sauf quand on est convoqué par le préfet. Oui. Tu vois. Oui. L'autre point qui est aussi important et pas des moindres, je parlais du fait que le problème, c'est qu'on enseigne un islam qui tend à faire débrayer les gens de leurs responsabilités au sein de la cité, comprendre la société dans laquelle on vit, parce que en fait, tu fais ta prière, tu fais ton ramadan, etc. Le reste, tu t'en fous. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en même temps, les mosquées jouent un rôle politique. L'histoire d'Atis-Mons, tu la connais. Les jeunes d'Atis-Mons, je la répète pour la énième fois parce que c'est vraiment un laboratoire, cette histoire-là. Les jeunes se mobilisent et mobilisent l'électorat musulman sur place, la campagne « Je vote, donc je pèse ». Qui c'est qui les a détruits? C'était la mosquée locale qui était affiliée au consulat marocain. Et l'imam sur place, dont le nom est assez connu, et je ne lui ferai pas de pub, est monté sur le minbar à la mosquée pour dire ce que les jeunes font, c'est la fitna, ils divisent les musulmans. Tout ce qu'ils voulaient, c'était mobiliser un électorat musulman pour que leurs doléances soient entendues, aussi bien dans les cités HLM de la ville qu'au sein des familles qui avaient des besoins spécifiques. Alors, bougez pas, on est de retour, mon Yasser, ne bouge pas. Dans un instant, très intéressant, en tout cas, ce sujet qui a un peu perturbé un peu l'émission, mais j'ai envie de dire, c'est ça, les aléas du direct. C'est des trucs non prévus qui s'invitent dans l'émission, et c'est ça qui est magique. Farid de Cobovois nous appelle aussi, on l'écoutera dans un instant, à tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Yasser Louatias, Chiameda et Razik Petit chez notre invité Abdelkrim Branine qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 à l'occasion de la sortie de son premier livre qui s'appelle Le Petit Sultan. Ce gars de Vierzon dans le Cher de 18 qui sort son livre donc aujourd'hui est vraiment à se procurer, très intéressant. C'est pas un livre qui parle de foot, c'est un prétexte en fait pour aborder divers sujets et pas des moindres, donc vraiment à se procurer, d'autant plus que le ramadan approchant à grands pas, n'est-ce pas mon Razik? Ah oui, le café, le reste ça va être dur, hein. Je vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. En tout cas il y a Farid de Courbevoie qui nous appelle au téléphone 01 40 33 9000. Tu sais que j'ai reçu plein d'appels, on est super content de réécouter Abdelkrim.
Ah, super. Ah oui, Abdelkrim. Ta voix Ah oui, t'as marqué ton empreinte, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Mon cher Farid, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités. Juste une question justement concernant tout à l'heure vous parlez de Karim Benzema. Oui. Mais justement là on parle de Mélenchon, de politique, de tout ce qui s'ensuit. Pourquoi des gens comme Benzema, comme Pogba, comme Debbouze, des acteurs, pourquoi eux ils parlent pas? Parce que je sais pas moi, quand j'entends que Zemmour dit oui, c'est les Noirs et les Arabes qui foutent la merde dans ce pays, je sais pas, je suis désolé. Ah, il a raison, Farid, dans ce qu'il dit. Non, oui, il a raison, bien sûr. Il y a une jurisprudence, ça s'appelle la jurisprudence Faudel. Lorsqu'on se rappelle du petit prince du rail, et ça tombe bien aujourd'hui, on parle du petit sultan, le petit prince du rail a soutenu Nicolas Sarkozy. Mais ça n'a rien à voir. Il a été, oui, je sais que ça n'a rien à voir, mais je pense que malheureusement, dans l'opinion, dans l'image des stars, ça leur a. C'est connu dans le monde entier. Oui, mais. Non, bien sûr, mais je pense que par rapport aux autres stars, par rapport aux stars de tous les niveaux, ça a un petit peu mis un doute et une appréhension quand ça s'impliquait en politique. Faudel a tout perdu. On va faire court. Celui qui va prendre le risque de parler de sujets un petit peu. Mais bien sûr, il se fera éparpiller. Voilà. Tout de suite, il va se faire éparpiller. Regardez Antoine Griezmann, il a voulu se positionner un moment par rapport aux Ouïghours. On lui est tombé dessus en disant mais pourquoi il soutient pas la police? Ou inversement, lorsque les footballeurs ont voulu poser les genoux à terre pour Black Lives Matter, d'autres leur ont dit mais pourquoi vous prenez pas position pour d'autres situations? Donc tout le monde est dans un espèce de blanc-seing, et pour aller dans le sens de notre auditeur, c'est pas pareil partout. Je pense aux déclarations d'Hector Bellerin qui a parlé de l'Ukraine dans des termes absolument très politisés qu'aucun footballeur français ne pourra reprendre aujourd'hui. Rashford, absolument. Absolument. Ouais. En France, malheureusement, la tête qui dépasse, on la coupe. Oui, c'est ça. Mais regarde le joueur de football américain qui a pas voulu. Contre le racisme, là. Absolument. Il l'a payé au prix fort. Ils l'ont mis à la retraite. Ouais, c'est ça le problème. C'est pour moi, justement, c'est un message qu'il a passé. Ah, bien sûr. Aux autres. Bien sûr. Oui, mais après, peut-être qu'ils ont peur de tout risquer, de risquer leur carrière. Je leur jette pas la pierre. Ça va rester tout le temps. Le fait de dire oui, c'est les Noirs et les Arabes qui foutent la merde dans ce pays-là. Comme il disait l'autre, c'est-à-dire que le moins pire, c'est Mélenchon. Au moins, on sera moins mis à l'amende. Voilà, c'est ce qui revient effectivement, grosso modo. Merci mon Farid de Courbevoie 01 40 33 9000 pour prendre la parole dans cette émission, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dans cette communauté? Est-ce qu'il y a un problème d'ego? Ou beaucoup ont un ego surdimensionné? Bien évidemment. L'ego, la reconnaissance... on va dire qu'il est très, très important dans notre communauté et malheureusement souvent les associations portent une personne plus qu'une organisation ou un collectif. Et puis tout à l'heure aussi, on rappelait que malheureusement souvent derrière ces organisations, il y a des questions aussi d'origine. On parlait tout à l'heure de la mosquée portée par le Maroc, par l'Algérie. Et tout à l'heure quand je parlais justement de Français à part entière, à un moment donné, il faut aussi se détacher de nos origines, même si elles sont importantes. L'islam consulaire. Mais je pense que la France en joue aussi, parce que diviser, voilà, c'est mieux régner. Mais à un moment donné, au-delà en plus du régionalisme qui pourrait même y avoir dans certaines régions, de se dire à un moment donné, certains pays, pardon, mais de se dire à un moment donné, voilà, il faut qu'on ait le même combat. Et pour rebondir tout à l'heure là sur l'exemple des footballeurs et autres, moi je crois beaucoup... à l'empowerment et aussi à l'exemplarité. À un moment donné, il faut que toutes les personnes qui réussissent à un moment donné puissent à un moment donné être mises en avant et rappeler que... La pédagogie de l'exemple, c'est essentiel. Oui, parce qu'à chaque fois, on nous ressort les mauvais exemples et que ce n'est qu'une minorité. La majorité des gens qui grandissent dans les quartiers réussissent, respectent la devise républicaine et se font plutôt discrets. Et c'est ça notre grand malheur, entre guillemets, c'est que je pense que c'est aussi un trait de caractère. Nos parents en tous les cas, moi, m'ont élevé comme ça. C'est tu files droit, t'es discret et tu te fais pas trop remarquer. Et peut-être que c'est quelque chose aussi qui marque notre communauté. Hein. Ouais. Oui, mais quand même, au fond de soi, enfin de nous, en tous les cas, ceux qui... en tous les cas, à un moment donné, se fondent dans le système, font que on est plutôt... on est déjà content de notre réussite et on est plutôt discret. Et on ne retient que ceux qui ne réussissent pas. Donc moi, je plaiderais plutôt pour ça, pour démontrer et répondre justement à
à ces personnes qui veulent nous faire croire que le malheur ou les maux de la France sont dus aux immigrés et aux Français d'origine étrangère. Non, là c'est une richesse et il y a une tribune qui est sortie aussi de personnes qui ont pu répondre à un moment donné en tant que Français et musulmans, de dire non, on réussit et on a aussi des personnes qui vivent très bien notre religion dans un principe de laïcité, et en effet on n'a pas besoin de dire haut et fort qu'on est musulman et pratiquant pour faire entendre notre voix. Farid de Corbeil-Essonnes est avec nous. Salut mon Farid. Salut à tous. Je voulais juste rebondir sur le fait de donner une consigne, notamment celle de voter Mélenchon. Oui. On comprend tout à fait que de toute façon on va être utilisé et on sera utilisé. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on ne donne pas cette voix-là à une personne qui dit clairement et officiellement que en France, le problème, c'est pas les musulmans, et que l'on donne une voix, notre voix, à quelqu'un qui, lui, sans les citer, quasiment la majorité, voire tous, excepté ceux qui font moins de 2%, disent haut et fort que la problématique, c'est les musulmans et les immigrés de façon générale. Et donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, de mon côté, je vais appeler tous mes connaissances à voter pour Mélenchon. Ouais. Parce que, justement, c'est que il n'y a que cette personne-là qui prône une France dont je me vois. Ouais. Merci Farid, désolé de te couper, mais j'ai la pub, une dernière pub pour dans un instant. J'aimerais qu'on parle vite fait rapidement pour un peu